Notre second débat, vous le savez, il est volontairement décalé de l'actualité. Il sera consacré ce soir à la grave crise des hôpitaux publics français. Au-delà de l'épidémie de Covid qui n'en finit pas, c'est un système vieux de plus de 60 ans qui craque et menace de s'effondrer. Le constat et les idées de réforme de nos experts à découvrir tout à l'heure. Je passe tout de suite à notre second débat directement lié à la commission d'enquête du Sénat sur la situation dans les hôpitaux publics français. Les premières auditions, elles ont eu lieu la semaine dernière et face à la 5e vague de Covid-19, c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Flora Sauvage. À 2 semaines des fêtes de fin d'année, la pression s'accroît sur l'hôpital. On compte actuellement plus de 14 000 malades du Covid-19 hospitalisés et 2600 personnes en soins critiques. Le directeur général des hôpitaux de Paris propose une incitation financière aux soignants qui acceptent de décaler leurs congés. Auditionné au Sénat la semaine dernière, le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, a rappelé les fragilités de l'hôpital qui existaient déjà avant la crise du Covid-19. Il faut rappeler que l'hôpital a abordé la crise avec 30% de postes de praticiens hospitaliers vacants. Il faut rappeler que les tensions sur les recrutements touchaient aussi les postes d'infirmiers, infirmières, les postes d'aides-soignants, bref, qu'à tous les étages de l'hôpital, les tensions sur les effectifs étaient déjà le quotidien des établissements bien avant la crise. Pour éviter un engorgement, 8 régions ont activé leur plan blanc. Il permet de déprogrammer des opérations, de réquisitionner du personnel, de reporter leurs congés et de rappeler certains soignants en vacances. Une situation tendue alors que les soignants estiment que le Ségur de la santé, le plan pour l'hôpital qui devait revaloriser les métiers, n'a pas porté ses fruits. Quand le médicament n'est pas bon, quand le Ségur, c'est pas le bon médicament. C'est tout, monsieur Véran. Il faut changer de médicament. Une infirmière de nuit, elle gagne 1 euro de l'heure. 1 euro de l'heure. Donc les Français doivent le savoir, parce que les soignants qui sont encore en place, ils en ont marre aussi, ils vont finir par partir, et un jour, on aura un système de santé sans soignants. Alors que depuis 2013, 27 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés en France. Aujourd'hui, 1 lit sur 5 est fermé faute de personnel. Pour ne pas surcharger l'hôpital, le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, appelle les médecins libéraux à reporter leurs congés de fin d'année. L'hôpital public français en grand danger, voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Véronique Guillotin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes médecin, sénatrice radicale de Meurthe-et-Moselle, vice-présidente de la commission des affaires sociales et membre de cette commission d'enquête dont on parlait, commission d'enquête du Sénat sur la situation de nos hôpitaux. J'accueille également Benjamin Rossi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes infectiologue au centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous-Bois et vous publiez En première ligne, c'est chez Prisma Éditions. Frédéric Bizard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Professeur d'économie, président de l'Institut Santé. Votre livre, L'autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible, c'est aux éditions Michalon. Laetitia Krupa est évidemment restée à mes côtés. Ces auditions de la commission d'enquête, elles reprennent le 16, ce jeudi au Sénat, avec, je crois, les représentants des services d'urgence, hein, c'est ça. Je vous propose, d'écouter un autre extrait, on en a eu certains dans le reportage, mais d'une audition qui a eu lieu la semaine dernière. C'était celle de Patrick Goudot, il est vice-président de l'intersyndicat national des praticiens hospitaliers. On espérait que ce Ségur allait résoudre tous les maux. On a cru que l'hôpital d'après ne serait pas comme l'hôpital d'avant. Non, il n'est pas tout à fait comme avant, il est pire. Nous sommes en réalité face aux conséquences d'une spirale négative qui a été mise en exergue par le Covid après l'alerte des collectifs interurgences, interhospitaliers qui avaient précédé cet événement, cette pandémie. Et cette situation donc a conduit à la démission de nombreux praticiens, y compris parmi nos rangs hospitalo-universitaires, avec toutes les conséquences que ça représente en matière de formation, de recherche, etc. La situation est pire qu'avant la crise Covid. Est-ce que, Véronique Guillotin, c'est la tonalité générale des premières auditions ? Oui, c'est la tonalité générale. Je pense que c'est pas que des auditions d'ailleurs. Ce qu'on entend sur le terrain, dans les hôpitaux, chez les jeunes. Voilà, on sent bien qu'on redémarre cette crise, qui est une crise assez violente et la situation des effectifs à l'hôpital est inférieure à ce qu'elle était avant la première crise. Donc ça rend les choses plus compliquées. Et parler de spirale négative, c'est ce que je dis toujours, effectivement. Moins il y a de monde, plus c'est compliqué, plus ça fait perdre les gens, plus ça fait fuir les gens, enfin les personnels. Et du coup, sur une période de crise, on est dans une situation aujourd'hui dramatique dans les hôpitaux. Oui. Ouais. Frédéric Bizard, vous parlez souvent de la perte de sens.
à l'hôpital, ça aussi, ça s'aggrave d'une certaine façon, ce que vient de décrire la sénatrice. Oui, absolument. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est la forme d'impuissance politique. On a vraiment l'impression que, c'est pas propre au gouvernement, mais on a l'impression que la classe politique est impuissante face à ce problème. D'abord, j'ai été frappé par le projet de loi de financement de sécurité sociale, qui quand même, historiquement, montre un déséquilibre durable des comptes sociaux en pleine crise du système de santé, avec un système de retraite que l'on a échoué à. Donc là, et finalement, sans qu'il y ait de débat de fond, on peut être d'accord ou pas d'accord, et sans qu'il y ait de solutions proposées. Et là, c'est la même chose, finalement. On voit bien que, au-delà, et la visite, par exemple, du Premier ministre au CHU de Strasbourg il y a 2 jours, montre cette impuissance politique. Le Premier ministre arrive et dit, écoutez, je vais sauver l'hôpital, je vais rajouter 20 millions d'euros parce que l'hôpital était au bord de la cessation de paiement. De Strasbourg. De Strasbourg, c'est juste de Strasbourg. Et donc, il y va, et sans aucune solution, sans aucun espoir. Donc, il y a forcément, parce que c'est pas aux médecins de régler, les médecins doivent être partie prenante pour régler cette solution. Mais donc, il faut bien quand même que les politiques aient une vision d'avenir de l'hôpital public, mais du prochain modèle de santé. Parce que la crise, et ce sera mon dernier mot, l'hôpital public qui était au cœur du modèle de 45, notamment avec les ordonnances Debré, en fait, est l'épicentre d'une crise, mais qui est systémique. Donc, à la fois, la crise est systémique et la solution est systémique. Et donc, on ne trouvera pas de solution au sein de l'hôpital public qui voit bien que tout se désagrège et qui, en plus, a une crise sanitaire dans la crise systémique qui fait que là, en effet, on est dans une situation très grave du fait de la crise sanitaire. Mais c'est pas la crise sanitaire qui a mis par terre l'hôpital public. Et puis évidemment, on développera cet aspect, c'est-à-dire la crise systémique et éventuellement des solutions, des pistes de solutions. Mais je voudrais revenir, Benjamin Rossi, à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, en fait, les hôpitaux sont maintenant responsables de leurs dettes d'une certaine façon. Donc quand le Premier ministre dit je viens sauver l'hôpital de Strasbourg, il y a un peu de ça. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du matériel que vous ne pouvez pas commander, acheter, par exemple? Oui, en fait. Nous, on avait commencé à faire un mouvement sur l'hôpital pendant le mois de juillet 2019, puisqu'on a un hôpital, et j'en parle dans le livre, on a un hôpital qui est soi-disant sans papier, donc ça veut dire que tout est informatisé et les ordonnances doivent sortir par l'ordinateur, mais on n'avait plus de cartouches d'encre. Et le prestataire ne pouvait pas livrer les cartouches d'encre parce qu'il n'avait pas été payé par l'hôpital depuis 3 ans. Donc, en fait, pendant la crise Covid, on s'est retrouvé en manque de gaz du sang. Donc c'est un test, un réactif qui nous permet de mesurer le taux d'oxygénation des patients. On peut comprendre que pendant la crise Covid de première vague, ne plus pouvoir avoir de gaz du sang, ça peut être problématique. On n'avait plus d'écouvillons. On ne pouvait plus payer d'écouvillons. Donc en fait, on a eu une série comme ça donc de blocages. On a des problèmes pour affréter les médicaments. Donc l'hôpital est défaillant. On ne réussit pas à commander du nouveau matériel. Tout est vétuste. On n'a plus de couettes, on n'a plus de petites cuillères. Et donc en fait, ça tient sur la bonne volonté des gens. Et, voilà. Et il faut quand même comprendre que les gens qui se lancent, comme les infirmières, les aides-soignantes, pour s'occuper des gens, ils ont au cœur l'idée de prendre en charge les gens bien. C'est des gens qui ont une mentalité qui est plutôt empathique. Et c'est pour ça qu'ils font ce métier. Quand on leur dit, en fait, ils se font insulter par les patients parce qu'il n'y a pas de cuillère, parce qu'il n'y a pas de couverture, parce qu'il fait froid, parce qu'il n'y a pas de chauffage, parce qu'il n'y a pas de ci, etc. Ils ont l'impression d'être maltraitants, ça les met dans une situation d'impuissance et forcément ils partent. Donc en fait, le problème de l'hôpital public est un problème de salaire. Il y a un problème aussi de disparité, mais ça on pourra peut-être en parler tout à l'heure, entre l'argent public qu'on donne au privé et l'argent public qu'on donne au public, puisque ça c'est quand même assez aberrant et ça fait partir quand même un bon nombre de soignants et de médecins surtout. Mais il y a aussi un problème d'environnement. C'est-à-dire qu'on a à un moment il y a une loi qui a été faite en 2008 qui fait que l'ensemble du budget d'un hôpital, l'hôpital se paye en facturant un maximum à la sécurité sociale les actes qui sont faits. C'est pareil pour les cliniques, etc. Sauf que l'hôpital ne choisit pas les actes, puisqu'il doit... En fait, on sait qu'il y a une inégalité, il y a des spécialités qui sont plus rentables que d'autres, donc les hôpitaux qui vont faire de l'argent vont se spécialiser dans les actes les plus rentables. Il y a des patients avec ces grilles qui sont plus rentables que d'autres, donc ils vont choisir les patients les plus rentables. Que le privé va choisir. Voilà, et donc en fait, l'hôpital doit se rembourser, doit prendre sa part en facturant avec des actes qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui se passe? Le trou de la sécurité sociale qui disparaît puisque l'assiette est répartie un peu comme ça, et en fait est mis dans tous les hôpitaux de France et de Navarre. Et donc en fait tous les hôpitaux de France sont surendettés, ils ne peuvent plus rien payer, ils ne peuvent plus payer leur personnel.
faut quand même voir que dans notre service, on parle de l'afflux des soignants, mais il y a des titulaires. Enfin, il y a des soignants qui sont là depuis 10 ans, 11 ans et qui sont pas titulaires. Et donc, ça veut dire qu'ils sont bloqués dans leur grille de salaire à échelon 1. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de progression. Et depuis 10 ans, ils ne sont pas titularisés. Et l'hôpital, maintenant, les ARS disent, titularisez-les. Mais l'hôpital n'a pas l'argent pour les titulariser. Et l'État ne donne pas l'argent à l'hôpital pour pouvoir le faire. Donc, on est dans une situation d'impuissance. Alors, je voudrais vous présenter Prisca Thévenot qui vient de nous rejoindre, qui est porte-parole évidemment de La République En Marche. Merci d'être avec nous dans cette émission. Alors, vous avez peut-être entendu ce que disait Frédéric Bizard tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va bien au-delà de ce quinquennat ou de ce gouvernement. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, avec le Ségur et avec finalement ce contexte inédit, historique de crise sanitaire, une grande occasion manquée pour tout remettre à plat et lancer cette grande réforme? Alors effectivement, moi je rejoins ce qui a été dit avant, c'est que la crise sanitaire a mis en exergue des difficultés qui existent depuis longtemps sur le système de santé. Le système de santé effectivement hospitalier, mais également le système de santé en ville. Maintenant, l'objet n'est effectivement pas de chercher des responsables, mais plutôt de trouver des solutions. Et je ne peux pas dire que le Ségur de la santé est une occasion manquée, puisqu'elle apporte quand même des réponses sur l'investissement et le désendettement des hôpitaux, comme le docteur vient de le dire juste avant, des investissements aussi en matériel du quotidien, pour que celles et ceux qui nous soignent au quotidien puissent travailler dans des situations dignes, des revalorisations salariales, etc. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de dire aujourd'hui qu'il s'agit de se satisfaire de tout cela et de se dire que c'est bon, tout est fait et qu'on n'a plus qu'à avancer? Non, je pense qu'il s'agit d'une première étape. Et d'ailleurs, les annonces qui se suivent sur le Ségur de la santé se poursuivent. Pas plus tard que, je crois que c'était la semaine dernière, Olivier Véran continue d'ailleurs ce travail avec les fédérations représentantes en ayant signé un protocole d'accord pour justement travailler dans le détail très précis des modalités de mise en place des réformes de financement. Donc on voit que ce travail, c'est le début d'un long cheminement qui, bien évidemment, a commencé dès l'année dernière avec la crise sanitaire qui a rappelé que l'urgence était d'agir très rapidement, mais ce n'est pas fini, ça doit se poursuivre. Mais je vais vous redonner la parole, vous pourrez réagir évidemment, Prisca Thévenot, mais Frédéric Bizard, c'est pas la grande réforme dont vous parlez, c'est pas la remise à plat dont vous parlez. Non, alors à la fois le Ségur de la santé était, je pense, nécessaire pour faire passer cette crise sanitaire à l'hôpital, qui véritablement risquait de voir une fuite de ses ressources humaines du fait d'un découragement. Quand vous augmentez la charge de travail sur un personnel qui est déjà assez démotivé et qui est mal payé, forcément là vous voyez. Donc mais moi je a quand même assisté en partie à cette fuite. Donc ça a donc je dis, après je vais vous dire ce que je pense qui était insuffisant. D'abord, il a été mal ficelé parce que je pense que de donner à tout le monde, quelle que soit sa compétence, la même somme d'argent est une fausse bonne idée. De pas avoir été revalorisé les tâches pénibles, la pénibilité qui est extrêmement importante à l'hôpital est une erreur profonde. Donc il y a eu des erreurs dans ce ficelage. Mais il était nécessaire. Maintenant, est-ce que c'est la réforme structurelle qui va permettre à l'hôpital de sortir de la crise? Certainement pas. Certainement pas. Personne de sérieux ne peut dire ça. Juste deux choses. L'hôpital, je pense qu'après 20 ans de crise à l'hôpital, parce que c'est 20 ans de crise à l'hôpital, on voit bien que la vie à l'hôpital se dégrade, les conditions sociales se dégradent à l'hôpital, et notamment à l'hôpital public, même si on reviendra sur cette opposition public-privé qui est à mon avis assez stérile. Mais en tout cas, il y a une crise depuis 20 ans. Donc il faut peut-être se poser la question si l'État est le bon gestionnaire, si l'État est vraiment un bon manager, un bon gestionnaire de l'hôpital public. Peut-être qu'il faut repenser la gouvernance. Et le peut-être, c'est qu'il faut certainement repenser la gouvernance. Qu'avons-nous fait depuis 20 ans? En gros, on a augmenté cette étatisation qui se traduit par une bureaucratisation sans fin, et on a démédicalisé la gouvernance dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a pensé que le problème, c'était que les médecins avaient trop de pouvoir au sein de l'hôpital. D'accord? Donc finalement, le médecin se retrouve en effet sans réel pouvoir. Donc l'administration décide et organise. Mais ça, on voit bien que ça ne fonctionne pas. C'est pas très surprenant d'ailleurs, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc à la fois, l'extérieur de l'hôpital, il faut repenser la place de l'État, et ça, c'est un sujet éminemment politique. Quel doit être le rôle de l'État demain dans le futur système de santé? C'est certainement pas de s'occuper de l'organisation des services de l'hôpital. Si après ces 20 ans de crise, on n'a pas compris que c'est pas à l'hôpital de gérer l'hôpital public, ça veut pas dire que c'est pas à l'État, pardon. Oui. Mais ça veut pas dire encore une fois que l'État doit se retirer, doit pas avoir. L'État, il doit être stratège, il doit être régulateur, il doit s'assurer. Mais enfin, cette autonomie hospitalière, d'ailleurs, dont on parle beaucoup dans les discours, il est peut-être temps de la mettre en place. Mais c'est un constat qui est partagé. Hein. Oui.
Ce que dit monsieur, c'est partagé par beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, c'est partagé depuis 20 ans. Il y a vraisemblablement un problème d'organisation dans l'hôpital, de gouvernance. D'ailleurs, ils disent quoi les candidats les candidats, ils le disent, puisque Arnaud Montebourg dit, par exemple, à gauche, il dit, oui, il y a 30% de personnel dans les hôpitaux qui sont chargés de contrôler les autres. Oui, c'est 35% d'administratifs. Voilà, c'est 30%. Il faut peut-être les remettre au contact des malades, au contact des soignants pour les aider. Valérie Pécresse dit exactement la même chose. Elle dit, moi, je vais embaucher 25 000 soignants supplémentaires dans l'hôpital sur 5 ans, tout en débureaucratisant. Parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de monde en première ligne, pour reprendre un peu le champ lexical du président pendant la pandémie. Donc, il faut plus de personnel vraiment aux côtés des malades. Et c'est ce problème-là dans l'hôpital. Marine Le Pen, elle dit que effectivement il y a eu la non-compensation des 35 heures, que les immigrés étouffent le système, comme Éric Zemmour. Mais elle parle aussi par exemple d'une fraude à la carte vitale qui est responsable de la faillite de l'hôpital. Donc vous voyez, ça c'est des petites mesures qui sont vraiment originales par rapport au corpus qui est vraiment unanime, c'est un bloc, tous, à gauche comme à droite, ils veulent augmenter les salaires pour lutter contre la pénurie, ils veulent en finir avec le numerus clausus, c'est toujours plus facile ils veulent instaurer un moratoire. Non, mais Emmanuel Macron le veut aussi. Ouais. Emmanuel Macron l'a proposé aussi pour le Ségur de la santé. C'est ça qui est incompréhensible quand on est en fait du côté des... Benjamin Rossi et ensuite Véronique Guillot. Alors sur le côté administratif, je suis d'accord qu'il y a trop d'administratifs et pas assez de soignants dans un hôpital. Il y a trop d'administratifs, juste quand vous me dites que vous manquez de cartouches d'encre, il y a 30% apparemment d'administratifs en trop, ils sont pas capables de commander des cartouches d'encre. Ils n'ont pas le budget. Ils n'ont pas le budget. C'est juste un problème de budget. Mais il y a un problème à la fois d'administratif. Effectivement, je pense qu'il y a trop d'administratifs, mais c'est pas le seul problème. Il faut changer le système de rémunération. Il faut qu'on arrête de faire une rémunération à l'activité. On peut pas gérer la santé comme on gère une entreprise de manière du business. C'est-à-dire la tarification à l'acte. La tarification à l'acte. On peut pas dire c'est quand Xavier Bertrand était ministre de la Santé. En fait, ça existe. Ça a commencé en 2001 et après ça a terminé en 2008. Il y a eu 2 volets, c'est-à-dire pour les hôpitaux. Ouais. Mais on peut pas. Enfin, moi j'ai travaillé dans des cliniques et j'ai travaillé dans des établissements qui fonctionnaient un peu de manière différente. Et on peut pas dire à quelqu'un vous allez gagner 30 € de consultation si vous opérez pas et 1200 si vous opérez ça. Il y a un biais qui se fait que la personne va plus faire certaines interventions. Il y a un biais inflationniste qui est fait de cette tarification. Ça pousse à faire des actes qui sont pas forcément nécessaires. Ça pousse à rajouter des examens qui sont pas nécessaires. Ils sont en train, par exemple, de privatiser notre système de radiologie sur l'hôpital. D'accord ? Un scanner thoraco-abdomen-pelvien, thorax, abdomen, pelvis, c'est, on va dire, 100 €. Thorax seul, c'est 80 €. Abdomen, pelvis, c'est 80 €. Donc, ils vont faire revenir le patient 2 fois pour faire l'examen double irradiation pour pouvoir gagner plus d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne une tarification à l'activité. Et donc, c'est pas efficient. Ça irradie 2 fois le malade, ça injecte 2 fois le produit de contraste, c'est dangereux pour le patient. Donc, c'est pas dans l'intérêt du malade. Donc, il y a aussi un problème, une réflexion qu'il faut qu'on ait tous, de manière collective, sur le système de rémunération des soignants. Alors, je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre. Je vais vous donner la parole juste après, parce que vous allez nous faire, bonsoir Quentin, bienvenue, justement un point un peu plus détaillé des premières auditions devant la commission d'enquête du Sénat. Tout à fait. Remonter à l'origine de cette commission. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous proposer, de remonter à l'origine. Elle est venue d'une demande des LR, cette commission d'enquête. Et le point de départ, c'est un chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, Thomas, c'est ce 20% de lits qui sont fermés, faute de soignants dans les grands hôpitaux publics. C'est ce chiffre qui avait été donné par le conseil scientifique qui a fait réagir jusque donc au Sénat et avec cette demande de commission d'enquête. Alors ce chiffre, on le sait, il est contesté par le gouvernement et il interroge quand même sur l'état de notre santé, notre système de santé en France. Et donc la première étape, jeudi dernier, c'était effectivement d'auditionner les représentants des personnels soignants. Et effectivement, comme vous l'avez déjà un peu évoqué, leur constat est sans appel sur la situation de l'hôpital. Au-delà même de la gestion de l'épidémie de Covid, il y a une situation qui date comme cela depuis plusieurs années. Et surtout, ces départs massifs de soignants qui ont été décrits comme des vagues de départs pendant les auditions et qui sont directement liés à des décisions budgétaires, y compris des décisions budgétaires récentes. Vous parliez de la loi de finances, celle qui a été examinée l'année dernière. Eh bien ça a eu des conséquences directes. Écoutez un représentant des infirmiers.
830 millions d'économies imposées aux hôpitaux pour la performance interne, 215 millions d'euros d'économies imposées aux hôpitaux pour structurer les parcours de soins efficients, ce qui a entraîné donc une deuxième vague de départ d'infirmiers et de soignants depuis le 1er juin 2021. Qui est énorme, à savoir que les lits qui ont été fermés l'été pour permettre aux agents de partir en vacances n'ont pas pu être ouverts. Ces syndicats et collectifs, ils pointent deux choses dans ces auditions. Déjà, il y a la tarification à l'acte, vous venez aussi de l'évoquer, la T2A comme on dit. Également l'ONDAM, c'est-à-dire que cet objectif qui a été fixé et qui existe depuis les années 90, et aussi c'est une contrainte pour ces établissements, on pourrait peut-être y revenir. Écoutez la représentante du collectif Interhôpitaux, c'est ce collectif qui était né en 2019 avant même la crise du Covid. Il en résulte une nécessité d'économie. Or, les économies se font majoritairement sur le personnel soignant, qui reste la principale variable d'ajustement. Alors que des études scientifiques ont démontré que la mortalité des patients augmente dès qu'une infirmière doit s'occuper de plus de 6 patients, de jour ou de nuit, dans un service d'hospitalisation standard. Dans nos hôpitaux, il n'est pas rare qu'une infirmière doive s'occuper de 16 patients en journée, voire 24 la nuit. Voilà, des personnels soignants variables d'ajustement budgétaire, ce sont des propos qui sont revenus à plusieurs reprises, Thomas, dans ces auditions. Oui, la commission qui a également auditionné les présidents de fédérations d'établissements. Et alors là, c'est intéressant parce qu'ils ont donné des précisions sur le manque de soignants. Oui, on en revient à ce chiffre, vous savez, qui a déclenché la commission d'enquête. Quelle véracité dans ces chiffres? Eh bien, Frédéric Valtou, le président de la Fédération des hôpitaux publics, il a parlé plutôt lui de 6% de lits fermés en moyenne, faute de soignants. Un chiffre déjà énorme, dit-il lui pendant son audition. Mais ce taux, il dit aussi qu'il peut monter encore beaucoup plus dans certains établissements. Dans le privé, alors là, on ne parle pas de lits fermés. Le représentant des hôpitaux privés parle plutôt de 10% d'infirmières qui manquent à l'appel. Mais il tient à nuancer ces chiffres sur le manque de personnel. Écoutez Lamine Garbi. On a les mêmes tensions d'infirmières, il nous manque 10% des infirmières. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on essaye d'être inventif, imaginatif et de travailler quelquefois dans la difficulté. Et ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, mais en mode dégradé. On est obligé. Mais il n'y a aucun patient qui se soit présenté à nos portes. On fait quand même 54% de la chirurgie, 39% de la cancérologie. Aucun patient n'a été refusé. Aucun. Et les chiffres sont là. Voilà, en tout cas, c'était les premières auditions. Elles continuent cette semaine, vous l'avez dit. Mais en tout cas, on voit déjà qu'une sénatrice, pendant ces auditions, a parlé d'un constat lourd, difficile, avec des problématiques très vastes, une situation tellement complexe qu'on ne sait pas par quel bout prendre la chose. En tout cas, c'est ce que va essayer de faire le Sénat, puisqu'il a donc 6 mois pour travailler autour de la situation de l'hôpital et du système de santé en général, puisque c'est aussi là-dessus que veut élargir le Sénat. Merci beaucoup. Merci Quentin pour toutes ces précisions. Véronique Guillotin, à quoi ça sert au-delà de... Voilà, on est vraiment dans le travail de la représentation parlementaire, c'est passionnant et c'est aussi de la pédagogie vis-à-vis de nos téléspectateurs, mais ça peut déboucher sur quoi ? Des propositions, je l'espère. Ouais. Mais moi, je voudrais redire qu'on parle de la crise de l'hôpital public, mais c'est la crise d'un système de santé dans sa globalité. L'hôpital public, alors vous avez parlé de l'hôpital privé, et je partage complètement. C'est lié à la tarification. Il y a des services dans certains hôpitaux privés qui ont énormément d'argent, ou en tout cas qui récupèrent beaucoup d'argent de la Sécu, parce que c'est des actes rémunérateurs, c'est une tarification à l'acte, alors que des services, par exemple, dans l'hôpital public, vont s'occuper de temps en temps faire les mêmes actes, mais avoir des patients plus compliqués, plus âgés, plus dépendants. Au lieu de les garder 2 jours, ils vont les garder 4 jours. Ça va se compliquer derrière. C'est une tarification qui n'est plus du tout adaptée. Donc ça, c'est une première chose. Moi, j'élargirais aussi aux hôpitaux privés à but non lucratif. Sur certains territoires, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas d'hôpital public à côté de certains ESPIC. Et ils sont dans la même situation de difficulté aujourd'hui. Et à tout ça, il faut rajouter la ville. Il faut rajouter le lien entre la ville et l'hôpital, parce qu'on a aussi une crise de la médecine de ville et des soignants à domicile. On veut diminuer en fait la durée d'hospitalisation, mais pour ça il faut qu'en aval on ait les équipes mobilisées, et tout ça c'est une réelle problématique. Alors il y a un problème de tarification, mais moi je pense que c'est un système aujourd'hui qui doit être revu, et vous l'avez dit, le PLFSS, hormis l'augmentation des dépenses et l'augmentation des recettes liées à la conjoncture de la crise Covid, ce que l'on peut dire quand même, c'est si on se projette, et c'est ce que l'on nous a
montrer, si on se projette dans 4-5 ans, on a un déficit encore qui est structurel. Et on voit pas, en fait, de mesures pour corriger ce déficit structurel. Donc je pense que le grand Ségur qui a été annoncé nous a annoncé des revalorisations salariales, c'est bien. Des reprises de dette des hôpitaux, c'est bien. De l'investissement, c'est bien. Mais moi, à mon avis, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, c'est des mesures. Je vais vous redonner la parole. Je voudrais juste me tourner vers Prisca Thévenot une dernière fois parce que vous devez partir dans une minute. Je rappelle les chiffres du Ségur de la santé. 8,2 milliards de hausse de salaire, 19 milliards d'investissements sur 10 ans. Je reviens à la question de la grande réforme. Est-ce que finalement, ça pourrait être dans le programme d'un futur candidat Emmanuel Macron? Oui, effectivement, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, que le thème de la santé s'invitait sur la campagne des présidentielles et c'est fort heureux. C'est nécessaire, c'est fondamental au vu de tous les débats et les échanges qu'il y a sur le plateau depuis tout à l'heure. Mais en faire un thème de campagne, c'est important, certes, mais en faire en revanche une action de mandat, c'est fondamental. Et visiblement, la plupart des candidats à gauche comme à droite qui ont été cités sur le plateau ont un jour été aux manettes, d'une façon ou d'une autre au cours de ces 20 dernières années. Et malheureusement, on se rend compte qu'ils en sont encore réduits aujourd'hui à en faire un thème de campagne, là où Emmanuel Macron et Olivier Véran en ont fait des actions. On pourra dire que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Ça, je vous l'accorde sûrement, mais ce n'est qu'un début. Il faut continuer. On parlait tout à l'heure justement de venir soulager d'un point de vue financier les hôpitaux, mais également d'un point de vue humain. Et là, ça veut dire qu'il s'agit de recruter. Je suis d'accord, mais pour recruter, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut former. Et c'est la première fois qu'on a eu la suppression du numerus clausus, mais qu'on a eu aussi l'augmentation des places en institut de formation. Rien que sur cette année, c'est 6 000 places en plus pour les instituts de formation, aides-soignants et infirmiers. Donc encore une fois, bien évidemment, il faut que ce sujet s'invite sur la campagne des présidentielles. Mais attention à ne pas faire qu'un thème de campagne et en faire des actions comme cela a été le cas au cours de ces 5 dernières années. Poursuivons sur ce qui a été fait, sans venir se griser sur cela, mais en poursuivant l'action. Et plus que de chercher des grands mots, des grands thèmes, regardons le concret du concret, parce que finalement, c'est ce que nos soignants réclament et c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure sur le plateau en réalité. Merci encore une fois, Prisca Thévenot, d'être venue et d'intervenir comme ça en direct dans notre émission. Voilà, c'était quand même important. Il y a pas mal de critiques exprimées contre l'action du gouvernement. Donc c'était important d'avoir une voix de défense de ce bilan. Je voudrais faire un focus sur l'état de la situation à l'instant T, parce que il y a pas mal de chiffres liés à la crise Covid. Ça, c'est Olivier Véran qui disait un malade toutes les 6 minutes qui entre en réanimation, alors que c'était un malade toutes les 10 minutes la semaine dernière. Et puis après, on est allé, avec Isabelle Pincet, la rédactrice en chef de l'émission, chercher le nombre de patients Covid qui sont hospitalisés aujourd'hui. On en a près de 14 000, dont 2 539 en soins critiques. Ça sont les chiffres d'hier. Hein. Et donc, on a cherché le pic, le pire depuis 2 ans, c'est avril 2020. On était à 32 000 patients Covid et plus de 7 000 en soins critiques. Alors, je voudrais bien comprendre comment vous le vivez de l'intérieur, Benjamin Rossi, parce que là, quand moi je vois ces chiffres, je me dis, on a encore de la marge. Sauf que depuis, il y a un nombre de lits qui a fermé, on a perdu des soignants, des lits, c'est ça ? Alors, on a perdu des soignants, des lits et de la motivation. Ouais. En vrai, il y a la concorde qu'on a connue pendant la première vague, dont je parle un peu dans le livre. Vous le racontez dans votre livre en première ligne. Et en gros, nous, au départ, ça a été une source d'angoisse. Il y avait des patients qui arrivaient partout, on savait pas quoi faire, il y avait des patients intubés, mais tout l'hôpital n'a fait que du Covid. Sur notre hôpital, on a un hôpital de, on va dire, 400 lits de médecine. Sur les 400 lits de médecine, il y en avait 250 où il y avait des patients Covid. Donc on faisait plus que ça, il y avait plus qu'une maladie dans tout l'hôpital. Parce que aussi, il faut dire que les chiffres d'avril, ils étaient sur 2 régions. Hein. C'était l'Île-de-France et le Grand Est. Hein. Donc c'était un gros pic, mais c'était vraiment principalement sur 2 régions. Ouais. Donc c'était énorme ce qu'il y avait à l'ôpital. Mais donc depuis, à 14 000 je peux vous dire, à la 3 000 ou 2 500 en soins critiques, on est proche vous êtes proche de craquer, quoi. Alors en fait, ce qui se passe,
Entre-temps, il y a eu un nombre de départs hallucinant d'infirmiers et d'aides-soignants et que je voudrais dire, d'ailleurs, ils partent sans chômage, sans rien. Ils ont géré la crise pendant 2 ans où tout le monde était au chômage partiel et ils partent, ils ont le droit à zéro. Parce que quand on travaille dans la fonction publique et qu'on part, on ne touche rien du tout. Et je voulais juste le dire parce que c'est des gens qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu, qui partent parce qu'ils sont épuisés, mais on leur donne rien. Mais pour en revenir à ce qui se passe, c'est que nous, on est passé des équipes de soignants, on avait 22, 23 soignants qui étaient titulaires à 7. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, bien sûr, il y a des lits, on réussit à maintenir des lits ouverts, mais en fait, c'est hyper inconfortable. On peut plus faire du dépassement de fonction. Il y a plus de personnel. On a des soignants qui sont épuisés. Quand on demande à certains spécialistes qui disent, en fait, moi, j'ai fait du Covid pendant cette crise, et en fait, maintenant, on me donne des chiffres d'activité, on me donne pas d'argent. Parce que j'ai pas été rentable sur mon activité première et que si ça continue comme ça, vu qu'il y a un projet de fusion entre 3 hôpitaux, parce que l'administration a décidé de fusionner des activités de 3 hôpitaux, si on fait moins d'activités que l'autre service, c'est notre service qui va fermer. Et donc en fait, du coup, les gens... La logique précédente continue de s'appliquer. Voilà, la logique précédente, ça continue de s'appliquer. Ceux qui avaient fait du Covid, ils disent je vais pas me faire avoir, je vais pas faire de Covid. Ils veulent pas prendre les patients restent aux urgences pendant 1 semaine. Il faut remplacer tous les directeurs d'hôpitaux. Enfin, moi, ce que j'entends d'un point de vue tout à fait profane, c'est que... vous savez, je crois qu'il faut donner mais il y a une mauvaise direction de l'hôpital. Les choix sont mauvais. Si vous dites que... c'est des groupements par GHT. On essaie de grouper les hôpitaux entre eux pour faire des économies entre les... Donc il y a les GHT. GHT, ça veut dire quoi ? C'est les groupes hospitaliers territoriaux. D'accord. Alors quand on est dans le 93, qu'on a des hôpitaux qui sont à 1 heure les uns des autres, on a un bassin de 1,8 million d'habitants, quasiment comme Paris, avec 10 fois moins d'hôpitaux et 7 fois moins de lits de réanimation. Et qu'on dit qu'il faut les pouler pour encore diminuer, pour essayer de centraliser. Mais qui dit qu'il faut les pouler ? En fait, c'est des doctrines qui ont été passées par l'ARS, c'est des doctrines, il y a des directeurs de GHT, c'est déjà des choses qui sont en train d'être mises en application. Et donc forcément, les gens par rapport à ça sont beaucoup plus dans la difficulté. Et donc juste pour vous dire pour les urgences, elles débordent actuellement. On n'a plus un seul praticien aux urgences, donc il n'y a plus que des vacataires. Les patients restent 2 à 3 jours aux urgences sans avoir de lit d'hospitalisation. 20% de nos lits sont fermés sur l'hôpital. Nous, à titre personnel, je parle de mon hôpital, je ne parle pas des chiffres nationaux. Donc on est dans cette problématique-là et effectivement, on n'est pas capable de gérer le flux de malades. Frédéric Bizard, est-ce qu'on pouvait, parce que c'est quand même compliqué, essayons de se mettre un peu à la place du ministre de la Santé, confronté à une crise comme celle-là, est-ce qu'on pouvait lancer la grande réforme dont vous parlez, c'est-à-dire tout remettre à plat en plein milieu de cette crise sanitaire? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, d'abord, il y a une crise sanitaire à gérer. C'est pour ça que je dis que le Ségur de la santé, on peut le critiquer, mais à ce moment-là, il fallait bien la passer, cette crise. Sauf que cette crise, elle dure plus que ce à quoi on s'attendait. Et donc, vous avez les effets d'un délitement du système hors crise sanitaire qui continuent, qui viennent s'ajouter à ça. Il y a juste quand même, parce que je pense qu'elle est très sincère, la Prévenot qui était là, et qui s'appelle et elle dit, mais elle a l'impression qu'on a mis le sujet sur la table. Mais je suis désolé, moi j'ai pas entendu un seul candidat, quel que soit le parti, dire il va falloir vraiment qu'on restructure le système de la santé, qu'on réfléchisse à l'ensemble du modèle. Donc le sujet n'est pas sur la table. C'est présent dans les programmes. Ensuite, quand elle dit, mais c'est pas le point central des absolument. Quand elle dit, et vous savez, on peut pas faire 30 réformes systémiques dans un quinquennat. M. Obama, il a dit, moi, mon premier mandat, je n'ai fait qu'une seule réforme systémique, c'est la santé. Et mon deuxième mandat, j'ai passé l'essentiel de mon deuxième mandat à défendre mon premier mandat. C'est extrêmement compliqué de réformer un système de santé. Je dis pas qu'il y a que ça à faire, loin de là. Mais enfin, donc c'était peut-être impossible en pleine crise Covid. Non, mais donc, oui, mais je viens à mon deuxième point, c'est que j'ai l'impression que l'AREM, que le ministre, a l'impression d'avoir déclenché une réforme structurelle. Mais je suis désolé, dans le système, dans le Ségur de la santé, il n'y a que des dépenses supplémentaires nécessaires, comme ça a été dit, mais il y a zéro réforme structurelle qui, pour la plupart, ne nécessite aucune dépense supplémentaire. D'accord ? Que les GHT, le fonctionnement des ARS, comment aujourd'hui, on voit bien que ça... Parce qu'il n'y a pas de réflexion globale. Nous, depuis 3 ans, nous travaillons à une centaine qui a permis d'arriver à ce livre avec aussi bien la CGT que des mouvements les plus libéraux. Donc, on a vu d'abord, vous savez, ça ne peut pas se faire sans consensus. Donc, c'est pas une réforme de gauche, c'est pas une réforme de droite, c'est une réforme systémique pour un nouveau modèle de santé qui va faire les 50 prochaines années. Donc, il faut mettre les gens autour d'une table. Donc là, il y a une responsabilité politique pour qu'il y ait un débat
Mais il n'y a pas. D'abord, on est dans un système de contraintes fort. Parce qu'il y a une chose, par exemple, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui est essentielle, dont on ne parle plus, qui est la santé publique. C'est-à-dire travailler sur la population en bonne santé pour que cette espérance de vie sans incapacité augmente en France. Vous savez qu'on a les inégalités sociales de santé parmi les plus élevées d'Europe, que l'on a des résultats de prévention parmi les plus mauvais d'Europe, et il n'y a pas un seul euro supplémentaire depuis 5 ans, mais depuis longtemps, qui ont été dépensés pour ça. Donc nous perdons aussi énormément de puissance, de capacité à alléger notamment le poids qui pèse sur l'hôpital et sur les soignants, en s'occupant des gens bien portants. Oui, tout ça, c'est une politique à mettre en place. Est-ce que c'est pas trop tard? C'est horrible ce que je vais dire. Moi, je discutais avec un ami, je discutais avec un ami médecin dans la région nantaise qui disait, mais de toute façon, sur le moral des soignants. Sur le moral des soignants. C'est un témoignage, ça ne vaut pas son âge. Il y en a beaucoup à l'hôpital qui le partagent. C'est ça, il y a beaucoup. Voilà, il y a ce retour d'espèce de désespérance qui dit de toute façon. Mais c'est le seul moyen. Oui, je veux dire, on peut le dire comme ça au détour d'une conversation. Voilà. Mais c'est tard, oui, c'est tard. La crise, en plus, elle n'a pas révélé, elle a décuplé le problème de l'hôpital. Donc voilà. Mais moi, je suis complètement d'accord sur le fait. Alors, qu'est-ce qu'il a loupé, Ségur? Je crois qu'il a loupé quelque chose de fondamental. Moi, c'est la décentralisation, très sincèrement. C'est-à-dire qu'on a parlé de beaucoup de choses et on peut pas dire que rien n'a été fait. Moi, je soutiens l'investissement, la reprise de la dette, l'augmentation des salariés. Tout le monde le voulait. Oui, mais c'est pas en soi une transformation de notre système de santé. C'est des mesures qui est absolument de rattrapage nécessaire, mais on n'est pas sur une transformation du système de santé qui aujourd'hui devient obligatoire. Et quand on dit système de santé, moi, de transformation, je pense qu'il y a également dans cette transformation la décentralisation. Est-ce que l'État peut tout gérer dans les régions? Est-ce que les régions aujourd'hui, qui sont des méga-régions, n'ont pas leur propre... Oui, mais l'ARS, c'est une déconcentration, c'est l'État. Donc moi, je suis conseillère régionale sur des sujets de santé. Et on voit bien que l'ARS, on tend la main dans le Grand Est, on essaye de travailler. C'est compliqué parce que c'est une déconcentration, mais c'est pas une décentralisation. Donc moi, je pense qu'il y a la décentralisation qui devrait s'inviter dans le débat présidentiel. Et la deuxième chose, c'est la prévention. C'est quand même la prévention. Aujourd'hui, on a des maladies qui pourraient être évitables. Mais est-ce qu'on mobilise assez d'argent sur la prévention? Non, on n'en mobilise pas assez. Et peut-être, et après j'arrête, la troisième chose que l'on pourrait, donc la décentralisation, la prévention, et c'est ensuite une question aussi de faire travailler les gens ensemble, de la gouvernance des systèmes, la gouvernance des hôpitaux. L'hôpital, c'est bien débrouillé quand ils ont dû se débrouiller pendant la crise. Ouais, c'est ça, quand on les a laissés, qu'on a lâché les brides, qu'on les a laissés travailler, ils étaient dans un marasme pas possible et ils s'en sont bien sortis. Ils ont réorganisé en 2 temps 3 mouvements, ils ont réorganisé leur système. Je vais vous donner le mot de la fin, mais je voudrais quand même rappeler, la dernière fois qu'on a parlé de l'hôpital ici, on avait en duplex le directeur de l'hôpital de Valenciennes. C'est un peu le contre-exemple en matière d'administration. Lui, il a totalement délégué au chef de service ses pouvoirs. Résultat, il n'y a plus que 5% de personnel administratif au lieu des 30 ou 35%. À chaque fois que je donne cet exemple, je me dis mais pourquoi on ne le fait pas partout? Est-ce que pour vous, c'est un élément central, ça, le fait de redonner au chef de service finalement la main? Je crois qu'il faut surtout redonner en fait, le rôle d'un hôpital, c'est de drainer une demande territoriale de patients. Donc nous, notre objectif, et moi c'est pour ça que on est tous un peu désespérés, c'est qu'on voit depuis la 3e vague qu'on n'est plus capable de gérer la demande de notre territoire. C'est-à-dire qu'en fait des patients affluent et les médecins voient les patients et doivent organiser la demande, enfin l'offre de soins en fonction de la demande de soins. Donc les médecins savent ce qui manque, on ne réussit pas à placer ces patients-là, il faut monter ça, etc. Donc ça devrait être les médecins qui décident de faire remonter aux administrations ce qui est nécessaire. Mais aujourd'hui, il y a une direction qui est effectivement complètement pyramidale et qui vient d'administratifs qui sont tout en haut, qui ont des marqueurs et des indicateurs, je ne sais pas lesquels, mais qui ne sont pas efficients finalement sur le terrain, sur les nécessités du terrain. Et on devrait utiliser en fait en premier lieu la demande des patients, ensuite comment on fait pour les fédérer auprès des médecins, et puis après comment on fait pour les financer au niveau de l'administration. Mais ça devrait être comme ça plutôt que se passer en sens inverse. Et on termine là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Benjamin Rossi, c'est En première ligne, récit de l'intérieur, c'est chez Prisma Éditions, et Frédéric Bizard, l'autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible aux éditions Michalon. Merci à tous encore une fois. Je vous dis à demain, et puis ne ratez pas, demain matin, bonjour chez vous, Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, reçu par Oriane Mancini. Bonne soirée.